Maintenant, pour commencer le cours, je vais procéder à l'appel. Mais déjà, sur un effectif de 27, il y a 11 absents. Il y a un link. Donc, vous allez cliquer sur le lien et vous allez répondre rapidement à ces questions. Ce sont des notions qu'on va aborder dans le cours. C'est juste pour voir en termes de prérequis, qu'est-ce que vous connaissez déjà de ces notions. Et là, on a utilisé un outil Mentimeter pour qu'on puisse faire un quiz concernant les notions de tassement. Et la première question, c'était qu'est-ce que le tassement du sol? Et la bonne réponse, c'était le tassement du sol au point de vue géotechnique, c'est la déformation verticale due à l'application des contraintes extérieures. Il y a environ 61% des étudiants ont répondu de manière positive à cette question concernant le tassement du sol. Okay, on va regarder la deuxième question. Donner deux conséquences sur les structures. On peut avoir des tassements uniformes et puis des tassements différentiels. Deux types de quiz juste pour vous stimuler à faire des interactions, à répondre, à réfléchir sur les notions que nous allons aborder. Il y avait 3 questions concernant ce quiz. La première question, c'était quelles sont les causes du tassement? Donc, les 4 réponses sont correctes. Les fondations inadaptées, il y a les remblais également, la desiccation des couches superficielles, la surcharge de remblais en limite d'une construction. La deuxième question, c'était à quoi sont dus les tassements? C'est dû au phénomène de compressibilité des sols. Et la question 3, qu'est-ce qu'une contrainte effective? Il y a 3 réponses correctes à cette question. La première est correcte. Contrainte effective égale contrainte totale moins pression interstitielle. La deuxième réponse également, une contrainte due au seul poids des grains dans un sol saturé. Et puis la troisième réponse, c'est une contrainte totale dans les sols secs. 15 étudiants ont répondu à ces quiz. Bon, félicitations à vous tous. On va démarrer avec notre cours d'aujourd'hui concernant la déformabilité des sols. Le titre du cours d'aujourd'hui, c'est déformabilité des sols. Ce titre fait partie du premier titre qu'on doit aborder dans le syllabus que nous aurons à voir au cours de la 5e année en génie civil. Comme ouvrage de référence pour ce cours, c'est Mécanique des sols de l'Université catholique de Louvain de De Jager, 2001. Il y a la géotechnique mécanique des sols, tome 1 de l'Université de Liège de Robert Charlier, 2007. Il y a un article très intéressant, et d'ailleurs, j'ai beaucoup utilisé cet article dans cette présentation, c'est la déformabilité des sols, tassement, consolidation. Ensuite, comme autre ouvrage, Introduction à la géotechnique de Jean Lafleur, 2006. Et puis, comme un ancien ouvrage qu'on utilise souvent à la faculté, c'est Cours pratique de mécanique des sols, plasticité et calcul des tassements de Coster et Singler, 1983. Ce sont les ouvrages de référence pour approfondir les notions abordées dans ce cours effectué. Donc, dans cette quiz que nous venons d'effectuer, nous avons répondu à la question qu'est-ce qu'un tassement? Donc, si on met une charge sur le sol et le sol a une surface bien définie, donc à ce moment-là, ça va générer une contrainte. Et surplus de contraintes sur le sol, ça va créer des déformations verticales dans le sol et ça va aboutir à ce qu'on appelle les tassements. Comme autre question que nous avons répondu, quelles sont les conséquences des tassements sur le sol? Et nous avons vu également dans ces conséquences, il y a 2 types de tassements. Il y a des tassements uniformes, mais on peut également avoir des déformations différentielles. Et c'est à ce moment-là que ça va vraiment affecter la structure en tant que telle et créer des désordres dans la structure. C'est pour cela qu'il faut éviter ces tassements différentiels. Comme autre question, à quoi sont dus les tassements? Et de manière globale, les tassements sont dus au phénomène de compressibilité des sols. Et on peut voir cette compressibilité de plusieurs façons et c'est ce qui va nous permettre de définir le tassement dans un sol. Donc, vous avez dans la compressibilité la déformation des grains des sols. Cette déformation est négligeable au départ. Ensuite, vous avez la compression de l'air et de l'eau contenue dans les vides. Et cette compression de l'air qui va nous donner le tassement instantané. Ensuite, quand on va appliquer l'expulsion de l'eau contenue dans les vides, tomber sur le tassement de consolidation primaire. Et ensuite, la compression du squelette solide, dans le cas où on va avoir un réarrangement des grains, ça va nous permettre d'aboutir au tassement de consolidation secondaire. Donc, ce qu'on peut traduire quand on va déterminer le tassement total est égal au tassement immédiat plus tassement de consolidation primaire, plus le tassement de consolidation secondaire.
Et on a le tassement instantané ici, le tassement primaire ici et le tassement secondaire à droite inclinée en bleu. Et ici, donc à l'intersection de ces deux, tassement de consolidation primaire, tassement de consolidation secondaire, vous allez trouver le T100 qui est un paramètre assez important utilisé pour déterminer les propriétés mécaniques des sols. En termes de compressibilité des sols et consolidation, lorsqu'on va apporter des charges sur le sol, il va y avoir des variations de volume. Les variations de volume sont dues à trois phénomènes. Il y a la déformation des particules proprement dites, et cette déformation est élastique, c'est-à-dire réversible et pas forcément linéaire. Comme deuxième cas, le mouvement relatif, roulement et glissement, le réarrangement géométrique des particules. Ensuite, on va y avoir l'expulsion de l'eau dans le sol, et à ce moment-là, on va trouver la compressibilité des sols. Donc, ces trois phénomènes sont importants, la déformation des particules, proprement dit, le mouvement relatif et le réarrangement géométrique des particules. Ensuite, l'expulsion de l'eau du fait de la variation du volume des vides dans le sol. Ces trois phénomènes. Il y a la déformation des particules. Donc, nous avons les mouvements relatifs au réarrangement de la géométrie. Ensuite, l'expulsion de l'eau ou de l'air. Ça va provoquer la diminution de volume des vides et c'est ce qu'on va appeler la consolidation. En termes de compressibilité, la déformation des particules, les mouvements ou réarrangements de la géométrie, ces deux éléments-là en rouge vont faire partie de la compressibilité et en vert, on aura l'expulsion de l'eau et de l'air en termes de consolidation. Dans la compressibilité des sols, vous savez déjà, nous avons deux types de sols, les sols pulvérilants et les sols fins. Vous savez que la perméabilité des sols pulvérilants est en général assez forte et ce sont des sols perméables. Et l'eau ne s'oppose pas à la déformation dans ces types de sols. Les déformations sont pratiquement instantanées. Elles sont dues, premièrement, au réarrangement des particules qui constituent le squelette solide du sol. Ensuite, à la déformation des particules solides au point de contact entre les particules. Quand vous allez déterminer les courbes oedométriques, par exemple, vous allez avoir l'indice des vides en ordonnée et puis les contraintes effectives verticales en abscisse. On vient de voir la compressibilité dans les sols pulvérilants. On va aborder maintenant la compressibilité des sols fins. La perméabilité des sols fins est en général faible. L'écoulement de l'eau à travers les pores du sol ne s'effectue pas instantanément, ce qui est différent dans le cas des sols pulvérilants où le tassement peut être instantané. Les charges appliquées à la surface de l'éprouvette se transmettent d'abord à l'eau, puis progressivement au squelette solide, au fur et à mesure que l'eau sort du sol. Les déformations de l'éprouvette sous chaque charge appliquée dépendent donc du temps. Et l'on est conduit à étudier ce phénomène en deux étapes. La première concerne l'évolution du tassement de l'éprouvette en fonction du temps. Si pour une valeur donnée de la contrainte appliquée, la contrainte c'est toujours la contrainte effective. Et la seconde, ça concerne la variation de l'indice des vides à la fin de chaque étape de chargement. Vous aurez deux courbes. Il y a une courbe de consolidation, mais également une courbe oedométrique qui va nous montrer l'évolution de l'indice des vides en fonction de la contrainte effective qui sera appliquée sur le sol. Et voici l'analogie de Kelvin, qu'on appelle principe du phénomène de consolidation. Vous avez trois schémas. Il y a un schéma A ici, un schéma B, et puis un schéma C. En A, c'est l'eau qui va reprendre la charge. La contrainte totale est égale à la pression interstitielle de l'eau et la contrainte effective est nulle. Maintenant, quand l'eau va transmettre la charge au sol, on va extirper l'eau dans le sol et c'est le sol qui va commencer à reprendre la charge. Et lorsque tout l'eau va sortir dans le sol, c'est le sol seulement qui va reprendre la charge. Et vous savez que quand c'est le sol, bien les grains de sol qui vont reprendre cette charge, vous allez aboutir automatiquement aux contraintes effectives. C'est ce qui est expliqué de manière très simple au niveau de cette analogie de Kelvin. Donc, comme première explication, le sol est chargé par l'intermédiaire d'une plaque percée d'un orifice de faible diamètre muni d'un robinet. Voici le robinet et voici l'orifice percé. Le comportement mécanique du squelette solide du sol est schématisé par le ressort. Voici le ressort qui représente le sol.
Et la phase liquide est représentée par de l'eau. Voici la phase liquide. La faible perméabilité du sol est simulée en restreignant la section de l'orifice permettant à l'eau de s'échapper à travers la plaque de chargement. Bon, si c'est fermé, l'eau ne peut pas s'échapper, mais quand ce serait ouvert, l'eau a la chance de s'échapper. Toute la charge va se transmettre sur le squelette. On vient de voir les différentes parties. Il y a le tassement instantané, le tassement de consolidation primaire ici, le tassement de compression secondaire ici. Et le T100, c'est lorsqu'on casse deux tangentes par rapport aux consolidations primaires et ici aux consolidations secondaires, les deux tangentes vont se rencontrer pour donner le T100, le tassement S1 qui correspond au T100. Par convention, l'essai est réalisé en augmentant toutes les 24 heures la pression appliquée à l'écouverte et on admet que la déformation finale sur chaque charge est celle que l'on mesure au bout de pression interstitielle. Quand on doit changer de palier, on doit augmenter à chaque fois, augmenter ou bien doubler pour faciliter la tâche. Donc voici un exemple de courbe eudométrique. Donc, comme je l'ai dit tantôt, vous avez au départ l'allure de cette courbe qui nous montre que c'est une droite inclinée. Quand on va augmenter la charge, vous allez trouver une courbe et cette courbe commence à fléchir. Ensuite, on peut faire un déchargement et ensuite un chargement pour aboutir à la fin de l'essai. Donc, si on regarde ici, par exemple, la courbe est composée de deux parties sensiblement rectilignes. Vous avez cette partie qui est rectiligne, qui est AB, et cette partie CD qui est rectiligne. C'est pour cela, quand on va déterminer la courbe de compression vierge, c'est important de voir si cette allure rectiligne est respectée dans le cas de l'essai. On constate également lors du cycle de chargement-déchargement, le déchargement à courbe DEF. Ça, c'est lorsqu'on va décharger l'échantillon. Ensuite, si on va recharger l'échantillon, c'est FGH. Quand on fait déchargement et rechargement, l'allure est différente. C'est ce qu'on appelle le phénomène hystérésis. Chargement, déchargement, déchargement, chargement. Une boucle hystérésis dans le cas de cet essai. Ce phénomène hystérésis, vous allez voir ça plus loin. Dans le cas des coupes de rétention d'eau des sols, quand vous allez travailler dans les sols non saturés, probablement, pour déterminer la succion dans le sol. Quand on fait une coupe de saturation qui montre l'évolution de la succion en fonction de la teneur en eau, vous allez voir le phénomène hystérésis. L'allure de la courbe est différente. Si on fait une humidification du sol, l'allure va être différente si on fait le séchage du sol. L'humidification et le séchage vont nous donner deux types de courbes différentes et c'est ce qui va nous permettre d'aboutir au phénomène d'hystérésis également dans les courbes de rétention d'eau du sol. Vous avez une couche compressible d'épaisseur H. Voici la couche compressible ici. Cette couche est située à une profondeur D. Donc, si cette couche est soumise à une charge ou bien une surcharge, elle va se tasser dans la mesure d'une apparition des contraintes entre grains. Cette contrainte est appelée la contrainte effective. Ceci en utilisant la loi de Terzaghi. Donc, vous avez la position moyenne d'une couche. Voici la position moyenne de la couche. Vous avez la surcontrainte ou bien contrainte uniforme qui est appliquée. Vous allez ne pas considérer des déformations latérales parce que le massif est assez grand. Et en termes de largeur également par rapport à la profondeur. L'essai eudométrique, c'est un essai très important pour pouvoir déterminer les tassements dans le sol. L'essai eudométrique reproduit des conditions de déformation des sols dans le cas d'un massif à surface horizontale chargé par une pression uniforme et où le sol ne peut se déplacer que verticalement. Voici quelques exemples de matériel eudométrique qu'on peut utiliser au laboratoire. Ici, ce sont des eudomètres manuels. À ce moment-là, on doit avoir un bras de levier et puis un plateau pour mettre les charges. Ici, vous aurez la cellule eudométrique qui est normalisée. Vous aurez le moule eudométrique, les papiers fils qu'on va utiliser pour le drainage, les pierres poreuses. On peut voir un comparateur pour pouvoir déterminer la déformation des sols. Donc, on peut réaliser des essais eudométriques pour déterminer la courbe eudométrique du sol. Mais également, on peut déterminer dans le cas pratique la pression de gonflement
pour déterminer le gonflement, c'est-à-dire on laisse l'échantillon gonfler et à ce moment-là, on peut voir jusqu'où cet échantillon peut se gonfler. Et de nos jours, dans les laboratoires maintenant, on tend vers des essais automatisés et vous avez des odomètres maintenant automatiques où sur un ordinateur, on peut mettre les différentes charges qu'on aura à appliquer sur l'échantillon. Et donc, dans ces procédures d'essai, pour chaque contrainte appliquée dans le sol, vous allez avoir le même principe que nous avons vu dès le début du cours. Vous allez contrôler le delta H, la consolidation primaire, la consolidation secondaire et avoir le T100 à appliquer. Et ce sont ces points-là qui vont nous donner la courbe eudométrique. C'est-à-dire pour chaque point qu'on va retrouver sur la courbe de compressibilité eudométrique, vous aurez également une courbe de consolidation à contrainte constante. David, quelles sont les notions importantes que tu as vues dans le cours d'aujourd'hui? On a vu le tassement et la compressibilité des sols. On a défini le tassement comme étant les déformations qui sont dans le sol et qui sont dues par des contraintes externes. On a parlé également dans le tassement, il y a un tassement total et ce tassement total-là, il est égal à la somme des tassements instantanés et plus le tassement primaire, plus le tassement secondaire. Par la suite, le tassement dans les sols vulvérulents, comme les sables, et le tassement dans les sols fins, comme les argiles. On a l'essai eudométrique. À partir de l'essai eudométrique, on aura deux coupes. Une coupe de consolidation, une coupe de compressibilité et tant d'autres choses. On a vu qu'il y a trois types de tassement. Le tassement instantané, il y a le tassement à consolidation primaire et aussi le tassement à consolidation secondaire. On a vu aussi la compressibilité des sols, comme il y a deux types de sols, qui sont les sols pulvérulents, qui sont des sables et des graviers. Ce sont des sols qui sont très, très perméables, qui laissent passer facilement l'eau. Donc, et sa compressibilité sera différente de celle des sols et fins parce qu'ils ont une perméabilité très faible. Je vais regarder les différentes réponses dans le cas du lien que j'ai envoyé. On a vu tassement, consolidation, compressibilité du sol à travers l'essai eudométrique. Il y a un autre étudiant qui a dit tassement différentiel, tassement uniforme, coupe chargement. Donc, dans l'ensemble, il y a les déformations du sol, l'essai eudométrique pour la détermination du tassement du sol. Donc, nous avons environ 14 étudiants qui ont répondu à cette question. Donc, c'est bien. Il y avait beaucoup d'interactions dans le cours. Je peux que vous féliciter pour votre participation active. Nous avons 3 absents dans le cadre de ce cours d'aujourd'hui.